Donc, bonjour mes petits élèves de première. Dans cette vidéo, on va reparler de la représentation de Lewis ainsi que la géométrie des molécules. Dans un premier temps, je vais refaire un peu les rappels que j'avais fait en début d'heure sur le programme de seconde sur les structures électroniques des atomes. Et voilà. Si c'est pas assez détaillé pour vous les rappels, que ça va un peu vite, vous pouvez toujours aller voir les vidéos qui ont été faites dans la playlist seconde sur le tableau périodique et sur les molécules. Donc voilà. Donc petit rappel, on rappelle donc un atome est fait d'un noyau composé le noyau de protons et de neutrons. Le proton est positif, le neutron est neutre. Autour de ce noyau gravitent des électrons. L'atome est électriquement neutre, donc ça implique que comme le proton est plus 1, le neutron 0 et l'électron moins 1 en charge électrique, il y a autant de protons que d'électrons. Donc les électrons, ils ne s'organisent pas n'importe comment, ils s'organisent en couches électroniques, un petit peu comme les couches d'un oignon, si on peut voir ça comme ça. On s'intéresse en lycée aux 3 premières couches dans un modèle qu'on appelle le modèle KLM, qui est un modèle simplifié. On y reviendra un petit peu plus tard. On fera une petite différence pour la couche M. Et donc on remplit les électrons sur les couches KLM au lycée. La couche K est la couche la plus proche du noyau. Après c'est la couche L et bien après la couche M. Donc le remplissage des couches obéit à 2 règles. Déjà, on a un nombre d'électrons limité sur chaque couche. On peut en mettre 2 sur la couche K, 8 sur la couche L et 18 sur la couche M. On remplit les couches dans l'ordre K, L, M et on passe à la couche suivante seulement lorsque la couche précédente est pleine. Si on prend l'exemple du carbone dont le nombre de protons est égal à 6, donc le nombre d'électrons est égal aussi à 6, on a donc K2, L4. Et pour le chlore, Z égale 17, K2, L8, M7. On fera bien attention lors de la notation à ce que le chiffre soit bien mis en haut à droite du symbole de la couche et non pas en gros à côté ou en indice. C'est bien comme ça que ça se met. On s'intéresse principalement en chimie à la dernière couche occupée, c'est ce qu'on appelle la couche externe. C'est là où il y a la dernière couche où il y a des électrons. Donc là par exemple pour le carbone c'est la couche L et pour le chlore la couche M. Pourquoi on s'intéresse principalement à la couche électronique externe? C'est parce que comme c'est la couche la plus éloignée du noyau où il y a des électrons, et que lors de la réaction chimique, c'est vos électrons qui vont interagir, c'est celle-là qui va intervenir lors des réactions chimiques ou de la création de liaisons, etc. Alors, vous avez dû voir en seconde, et donc vous en rappelez, qu'il y a certaines structures électroniques qui sont plus stables que les autres. D'ailleurs, dans le tableau périodique, la dernière colonne correspond à ce qu'on appelle les gaz nobles ou gaz rares. Ce sont des gaz qui ont la particularité d'avoir aucune réactivité chimique, c'est-à-dire qu'ils sont inertes chimiquement, parce que leur structure électronique est parfaite, entre guillemets, et ultra stable, et donc du coup, ils n'ont pas besoin de réagir. Donc la structure électronique, si on s'intéresse aux atomes de cette dernière colonne, est soit en duet, soit en octet. Donc par définition, la structure en octet ou duet de la couche externe donne une grande stabilité, et les atomes qui n'ont pas cette structure vont tenter de l'acquérir. Et donc à acquérir la structure du gaz noble le plus proche d'eux dans la classification périodique. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que quand vous avez la règle du duet, c'est que vous allez tenter d'aller en K2, ou alors vous allez tenter d'aller en K2L8 ou K2L8M8. Alors, les atomes peuvent acquérir cette structure de 2 manières, soit en devenant un ion. Alors je rappelle qu'un ion, c'est un atome qui a gagné ou perdu des électrons. Alors j'ai un atome, ça peut être aussi une molécule. Donc si je gagne des électrons, je deviens négatif, parce qu'à la base je suis neutre, et donc je gagne des électrons qui sont négatifs, je deviens donc négatif. Et inversement, si je perds des électrons, je deviens positif. Et l'autre façon de faire pour gagner des électrons, entre guillemets, acquérir une structure en octet ou duet, c'est en formant des liaisons chimiques. Donc voilà pour les rappels sur les structures électroniques. Alors, maintenant, on va parler de la structure de Lewis. Donc normalement, vous avez peut-être dû voir, alors ça dépend des professeurs, c'est pas explicitement au programme. Vous avez dû voir la structure de Lewis en seconde. Donc la structure de Lewis, c'est quoi concrètement? C'est
on va représenter les électrons externes autour du symbole de l'atome. Parce que les électrons externes sont importants. Et donc, on va voir, pour préparer la représentation de Lewis, on va s'intéresser à la couche externe, et surtout, on va commencer à considérer que les couches électroniques, c'est des rangées de cases, d'accord, chaque case pouvant comporter 2 électrons. Ça, c'est extrêmement important. C'est de là que va intervenir le terme doublé et le terme électron célibataire. Donc, si je regarde la couche K, on peut mettre 2 électrons, sachant que j'ai des cases qui peuvent contenir 2 électrons. Donc 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc en gros, la couche K est composée d'une case, entre guillemets. La couche L, 4 cases. Et la couche M, 9 cases. Par contre, pour la couche M, en fait, il faut savoir que comme vous êtes au lycée, on vous fait une simplification de la vraie structure électronique. On peut considérer la couche M comme étant composée de 2 sous-couches. La première comportant 4 cases et la deuxième 5 cases. Donc 4 cases x 2, ça fait 8. 5 cases x 2, ça fait 10. 8 plus 10, 18. On trouve bien les 18 électrons au total qui peut être accueillis par la couche M. Donc ça, c'est assez important. Qu'elle soit composée de 2 sous-couches, vous verrez pourquoi. Et ça explique un peu la règle de l'octet d'ailleurs. Donc, quand on remplit une couche électronique, on va commencer par mettre un électron par case. Ça veut dire que pour les électrons, énergétiquement, c'est plus intéressant et plus stable de commencer par aller dans des cases différentes les uns des autres. Et puis quand toutes les cases sont remplies, on rajoute un électron, un deuxième électron dans les cases. Concrètement, si je prends le cas du carbone, Z égale 6, donc K2L4, nous on va s'intéresser qu'à la couche externe, vu que pour la représentation de Lewis, on ne représente que les électrons de la couche externe. Donc K2L4, couche externe, couche L, et il y a 4 électrons. On a dit que la couche L dispose de 4 cases, parce qu'elle peut accueillir jusqu'à 8 électrons, donc 4 cases pouvant avoir 2 électrons à chaque fois. Donc si on regarde comment ça se représente, on a donc 4 cases, 4 carrés, dans lesquels on peut mettre un électron. Donc là on met un électron, on obtient ça. Et à partir de cette représentation avec mes cases, j'en déduis la structure de Lewis, la représentation de Lewis de mon atome. Et la structure de Lewis, ça va donc l'atome de carbone, son symbole c'est C. Donc on mettra C entouré de 4 points qui représentent les 4 électrons. Comme ils sont célibataires, on voit qu'il n'y en a qu'à chaque fois un seul par case, on obtient donc 4 électrons célibataires. Maintenant, si on s'intéresse à l'atome de chlore, le chlore est K2L8M7. Il a donc 7 électrons sur sa couche externe, sur la couche M. Or, on a dit tout à l'heure que la couche M pouvait être vue comme étant d'un côté une première couche à 4 cases, et après une deuxième sous-couche à 5 cases. Dans le cas de la couche M, finalement, pour remplir les cases, vous allez d'abord remplir les 2 couches l'une après l'autre. Parce qu'en gros, c'est 2 sous-couches. Celle-là, c'est la première, celle-là 4 cases, celle-là à 5 cases. Donc je commence dans un premier temps à mettre 1, 2, 3, 4 électrons, dans mes 1 par case. Et puis il me reste toujours 3 à placer, donc j'en rajoute 1, 2 et 3 ici. Donc finalement, je me retrouve avec 3 cases avec 2 électrons et une case avec un seul électron. La structure de Lewis sera la suivante. Cl, alors je l'ai mis en rouge pour qu'on distingue le L comme ça qui ressemble à une barre pour le distinguer des barres autour. On représente comme ça. Donc en gros, dans la structure de Lewis, lorsque vous avez 2 électrons dans une case, on va la représenter par un trait et en fait ça représente un doublé non liant. Pour les électrons, ça veut dire qu'ils vont être très proches l'un de l'autre et former un doublé. Ils vont rester collés l'un à l'autre. Et donc, on a l'électron qui est célibataire ici. Donc, on se retrouve donc avec 3 doublés non liants, un électron célibataire ici. Finalement, si on s'intéresse un petit peu de plus près à la règle du duet de l'octet, la règle du duet de l'octet, c'est quoi? C'est que l'atome va essayer de remplir toutes les cases d'une sous-couche. D'accord? Donc, si on reprend le cas du carbone, il va lui essayer de s'arranger pour remplir, donc obtenir 4 électrons de plus pour atteindre la structure K2L8,
Ou alors l'autre solution qu'il pourrait avoir, c'est perdre ses 4 électrons, car il reviendrait sur sa couche K2 qui, elle, est déjà pleine, donc une seule case remplie de 2 électrons, et il serait content. Si je reprends ce cas-là, on voit qu'ici, le chlore, pour être content, il doit aller en K2L8M8, et donc pour lui, ça sera plus... il va essayer d'acquérir un dernier électron ici pour remplir toute cette sous-couche ici. Si j'avais eu un électron qui avait possédé, par exemple, qui était en K2L8M10, d'accord, donc 10 électrons sur sa couche externe, j'aurais commencé par remplir comme ça, 1, 2, 3, 4, ensuite je recomplète ces cases-là, 5, 6, 7, 8, et là, 9 et 10. Vous voyez, pour lui, c'est beaucoup plus simple. Pour remplir une de ces sous-couches, finalement, c'est plus simple pour lui de perdre les 2 électrons qu'il aurait ici, pour revenir ici. D'accord? Donc c'est pour ça qu'un atome qui aurait une structure en K2L8M10 formera un ion X de plus, parce qu'il va perdre les 2 électrons qu'il a ici pour revenir à sa sous-couche pleine. D'accord? Donc les histoires de couches, quand vous parlez de règle du duet et de l'octet, ça vient d'ici, en fait, du principe que vous voulez vous arranger à ce que votre couche ou sous-couche soit remplie entièrement par les électrons, parce que ça donne une stabilité électronique et ça fait un gain d'énergie. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est de la physique quantique, c'est vu post-bac, et vous avez une structure extrêmement stable lorsque vous remplissez entièrement une couche ou une sous-couche. Donc ça, c'est la raison. Donc voilà comment on représente les structures de Lewis. Donc en gros, si je reprends le détail, c'est que je regarde le nombre d'électrons que j'ai sur ma couche externe, et je vais les remplir dans mes cases. Et finalement, pour faire simple, comme à chaque fois, si vous réfléchissez, pour la couche K, vous avez une seule case, pour la couche L, vous avez 4 cases, et pour la couche M, vous avez une sous-couche à 4 et une sous-couche à 5. Or, on ne vous demandera jamais de me faire une structure de Lewis d'un élément qui va dépasser M8. D'accord? On ne vous demandera jamais de dépasser plus loin parce que ça n'a plus vraiment de sens. La structure de Lewis devient trop compliquée à écrire. Donc on s'arrêtera toujours à ces cas-là. Donc s'il y a des questions, si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me le dire lorsqu'on se reverra après les vacances. On fera un point là-dessus. D'accord? Ça fait pas mal d'informations d'un seul coup et on n'a pas fini. Maintenant, on va reparler d'une cas d'une molécule. Donc on a expliqué tout à l'heure, en gros, que les atomes avaient 2 choix pour acquérir une structure électronique stable, donc selon la règle du duet de l'octet, donc ce qui revient une nouvelle fois, je rappelle, à obtenir une couche ou sous-couche pour la couche M pleine entièrement. Ça leur donne une structure électronique ultra stable. Donc première solution, c'est soit gagner ou perdre des électrons pour arriver à une couche ou sous-couche pleine. L'autre cas, c'est les molécules. C'est faire des liaisons chimiques. Alors là, j'ai pris 2 atomes, un atome noir et un atome rouge. J'ai décidé de représenter pour chacun d'entre eux qu'un seul électron. Bien sûr, il y a d'autres électrons autour d'eux. Alors, ce sont des électrons qui sont célibataires. Donc là, on a un électron célibataire orange pour l'atome noir et un électron célibataire vert pour l'atome rouge. Ces 2 atomes ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas atteint la structure électronique stable. Donc, ils cherchent à acquérir des électrons. Alors, on peut, version simpliste, version un peu romantique, on va dire que les 2 électrons se voient, ils ont le coup de foudre l'un pour l'autre. Et ils vont se mettre à tourner collés serrés. Ça veut dire qu'ils vont se rapprocher, ils vont coller serrés, ça revient un petit peu à dire qu'ils vont se retrouver dans la même case. D'accord? Tout à l'heure, on parlait des cases pour les couches électroniques. Ils vont se retrouver un petit peu dans la même case. Ce qui fait qu'en faisant ça, ils vont être contents d'être proches l'un de l'autre. Et ils vont rester collés serrés. Or, l'électron orange, il appartient à l'atome noir. L'électron vert, il appartient à l'atome rouge. Ils ne peuvent pas se barrer comme ça, quitter leur atome comme ça. Résultat, ce qui se passe, c'est que vos 2 atomes sont obligés de rester proches l'un de l'autre à cause de ce couple d'électrons. Ce couple d'électrons va se faire ce qu'on appelle, c'est ce qu'on va appeler une liaison chimique. Les 2 atomes sont liés par le fait que ces 2 électrons tournent autour. Or, pour ces 2 atomes, ils vont considérer que les 2 électrons leur appartiennent. D'accord? C'est une vision très possessive.
C'est une vision un peu, on va dire, romancée, qui n'a pas de sens, vu que les atomes, je rappelle, n'ont pas de cœur ou de etc. etc. Ce ne sont pas des êtres. Hein. Par contre, énergétiquement, pour eux, ils considèrent que l'électron leur appartient aussi. Donc ils ont tous les deux l'impression d'avoir gagné un électron, parce que l'atome noir considère que l'électron orange et vert lui appartiennent, et de la même manière, l'atome rouge va considérer que ces deux électrons lui appartiennent. Donc pour eux deux, ça leur fait comme s'ils avaient gagné un électron. Donc ça revient à dire que chaque atome, à chaque fois qu'il fait une liaison, gagne un électron. Si on se souvient de l'atome de carbone, si on revient un petit peu avant, vous voyez que l'atome de carbone, en gros, pour être content, en gagnant des électrons, il devait en gagner 4. D'accord, pour remplir toutes ces cases de sa couche L. Donc il lui manquait 4 électrons, et si vous regardez dans toutes les molécules que vous connaissez à partir du carbone, l'atome de carbone fait toujours 4 liaisons, pour pouvoir remplir finalement ces 4 cases avec un deuxième électron chacune. C'est pour ça que l'atome de carbone fait toujours 4 liaisons. Donc il est en structure en K2L4. Quand il va faire 4 liaisons, il va avoir l'impression d'être en K2L8. J'ai bien dit l'impression. D'accord, c'est pas, on ne peut pas vraiment dire qu'il a gagné ces 4 électrons. Mais électroniquement et énergétiquement, ça revient un petit peu à la même chose. Ça veut dire qu'il va gagner une stabilité avec ces 4 électrons en plus. Les deux électrons qui tournent autour l'un de l'autre, tout comme tout à l'heure, quand on avait deux électrons dans la même case qui se mettaient à tourner proches l'un de l'autre, ils formaient un doublet non-liant. Non-liant parce que ça ne liait pas deux atomes entre eux, et doublé parce que c'est deux électrons qui tournent proches l'un de l'autre. Là, on a deux électrons qui sont entre deux atomes, qui lient deux atomes entre eux, donc on parle d'un doublet liant. Tout comme tout à l'heure, on représentait les doublets non liants par une barre autour de l'atome, les doublets liants seront représentés par une barre qui reliera les deux atomes concernés par cette liaison. Et on appellera ça une liaison covalente. On verra plus tard au cours de l'année qu'il y a différents types de liaisons. On ne va pas rentrer dans les détails pour l'instant parce que c'est un peu trop compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que deux électrons mis en commun forment une liaison covalente, dans un premier temps en tout cas. Alors, là c'est... maintenant on va parler de comment on détermine la représentation de Lewis d'une molécule. Bah, ça c'est la méthode décrite dans l'activité. Donc on ne va pas revenir trop là-dessus. Vous vous servez de ce qu'on a vu dans l'activité. Ou alors, l'autre façon de faire, c'est faire aussi les histoires des cases que je vous ai montré tout à l'heure, en regardant chaque atome, comment il va faire pour remplir, combien d'électrons il doit rajouter, etc. Mais le mieux, c'est d'utiliser quand même la méthode décrite dans l'activité. Après, quand on est plus habitué, on connaît les choses, et puis on peut y aller beaucoup plus vite sans refaire tous ces trucs-là pour les trouver. Il y a d'autres façons de faire de manière un petit peu plus naturelle. On va passer à la géométrie des molécules. Alors, désolé pour la vidéo, elle est extrêmement longue, c'est pour ça que vous aurez toutes les vacances pour la regarder. La géométrie des molécules. L'arrangement des doublets liants et non liants autour des atomes d'une molécule détermine sa géométrie. Il en résulte que la connaissance du schéma de Lewis d'une molécule permet à l'aide de règles simples d'en déduire sa géométrie. Donc, grosso modo, on rappelle que les électrons sont négatifs. Vous avez dû voir, et puis on en reparlera parce qu'on en reparlera des forces électrostatiques, c'est-à-dire des forces entre des charges électriques. Il faut savoir que deux charges électriques de signe opposés s'attirent et deux charges électriques de même signe s'attirent. Donc vous allez me dire, des électrons, étant donné que c'est deux charges électriques négatives, elles se repoussent. Alors, vous pourrez me dire, ouais mais monsieur, vous nous avez dit tout à l'heure, les électrons ils collaient serrés. Alors là, on rentre dans le domaine de la physique quantique. Certes, vos électrons s'organisent en doublets, malgré qu'il y ait une répulsion électrostatique entre eux. Parce que c'est plus compliqué que ça. Vous avez un gain d'énergie dû à leur... comment dire ça en termes simples, parce que là c'est du post-bac, c'est de la physique quantique. Le fait que vous ayez deux électrons qui n'ont pas le même état quantique chacun, en fait ils ont des états quantiques complémentaires entre eux. D'accord ? En fait, à une particule, vous pouvez associer un état quantique qui est
On ne va pas rentrer dans les détails. En gros, dites-vous qu'à une particule, j'associe un état quantique. Et dans le cadre d'un doublé d'électrons, on peut dire entre guillemets qu'ils ont des états quantiques complémentaires d'un point de vue énergétique. Et ce qui fait que le gain d'énergie gagné par leur complémentarité sur leur état quantique est plus important que l'énergie qu'ils perdent due à la répulsion électrostatique de l'effet de les forcer à rester côte à côte. Donc ils restent côte à côte malgré la répulsion électrostatique par gain d'énergie de complémentarité quantique, si on peut voir ça comme ça. Par contre, les doublés d'électrons entre eux, qui sont donc deux charges moins de chaque côté, eux vont se repousser, il n'y aura pas de gain d'énergie d'un côté quantique, et donc du coup ils vont se repousser. Et donc ils vont essayer naturellement, ils vont trouver, lorsque vous avez des doublés liants ou non liants autour d'un atome, ils vont se positionner dans l'espace de telle façon à ce que la répulsion électrique autour des uns et des autres, entre les uns et les autres, soit le plus petit possible. Et donc ce qui va faire que naturellement vous allez avoir la géométrie qui va découler de ça. On considère que, petit point, on représente que si on a des liaisons doubles ou triples, comme par exemple si vous prenez la molécule de dioxygène, vous avez deux atomes d'oxygène qui sont liés entre eux, une liaison double ou une liaison triple, dans le cadre de la géométrie, on va considérer que c'est une liaison simple. D'accord, pour faire simple. On va utiliser aussi la représentation de Crabbe, ça c'est ce qu'on a vu en TP, c'est que pour représenter en deux dimensions une molécule en 3D, on va utiliser des petits symboles. Donc en gros, si vous avez une liaison dans le plan de la feuille, sur lequel vous dessinez, vous allez faire simplement un trait. Si vous voulez montrer que l'atome que vous avez dessiné au bout de votre liaison est finalement au-dessus de votre feuille, vous allez faire un triangle qui est à partir de votre atome central, parce que vous avez toujours un atome central en général quand on vous demande une représentation de Crabbe, en tout cas vous pouvez en choisir un, et faire un triangle. Et ce triangle, au bout de ce triangle, vous aurez un atome qui sera au-dessus de votre feuille. Inversement, si vous voulez dire que l'atome au bout de la liaison est en dessous de la feuille, vous allez faire ce triangle-là, mais en pointillé. D'accord, avec cette force-là. Et là, dans ce cas-là, ça voudra dire que votre atome est en dessous. Donc maintenant, si on regarde les structures, les géométries des molécules, on va séparer plusieurs cas. On va séparer, donc, ici, j'ai pas mis, mais ici, en gros, vous avez les lignes correspondent au nombre d'atomes auxquels l'atome central, qui est représenté par un rond rouge, est lié. C'est-à-dire que la première ligne, vous avez l'atome central qui est lié à deux atomes dont le symbole a été noté X. Deuxième ligne, vous avez l'atome central qui est lié à trois atomes X, ou alors, parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était une question de doublés liants et non liants, donc ici, si vous voulez, c'est deux doublés liants, ici on a trois doublés liants, ou autre cas, deux doublés liants et un doublé non liant. D'accord, ça c'est les deux cas possibles. Troisième cas, on s'intéresse lorsqu'il y a 4 doublés liants, 3 doublés liants et un doublé non liant, et 2 doublés liants et 2 doublés non liants. C'est pour ça que DNL, doublé non liant, 0, 1, 2 pour les colonnes. Donc ça, c'est les différentes structures qui existent. Là, dans ce tableau-là, je vous montre un petit peu, on représente, comme je vous ai fait faire en TP, les doublés non liants. D'accord ? On voit là d'ailleurs les deux points qui représentent les deux électrons du doublé non liant. Quand vous allez faire la représentation de Crabbe, normalement ces doublés n'apparaissent pas. Donc là, dans un premier temps, je les ai mis pour qu'on comprenne mieux la géométrie de la molécule. Donc lorsque j'ai deux doublés d'électrons à placer autour de mon atome, très logiquement, vous êtes d'accord que vous allez avoir une géométrie plane. D'accord ? Le mieux pour ces deux doublés, c'est de s'organiser de cette manière-là. Lorsque vous avez trois doublés d'électrons à se placer autour d'un atome, la meilleure structure, c'est une structure en forme de trigonale. Donc vous avez en gros au milieu d'un triangle, et puis vous avez les trois sommets d'un triangle équilatéral. Donc équilatéral pour un triangle, les angles font 120 degrés entre les différents sommets. C'est bien cette structure-là. Et c'est la même chose dans le cadre où on a un doublé non liant. La seule chose, c'est que la répulsion entre un doublé non liant et un doublé liant est moins forte qu'entre deux doublés non liants, qu'entre deux doublés liants.
C'est pour ça que là, vous aviez 120 degrés parfaitement ici et ici. Et ici, vous allez voir que cet angle-là sera un peu plus important que 120 degrés parce que ça sera, il y aura moins de répulsion électrostatique entre ces deux-là et ces deux-là qu'entre ces deux-là et ces deux-là. Donc à partir du moment où vous avez des doublés non liants, ça change un petit peu les angles. Même si la forme reste la même pour la forme géométrique, les angles vont changer un petit peu. Si on reprend le cas maintenant cette fois-ci avec 4 doublés non liants à faire, ça c'était le cas de la molécule CH4, de toute façon on remontera juste après. Vous avez donc votre atome central qui est là, et la structure évidente c'est votre atome central qui est au milieu d'une pyramide, et les 4 doublés non liants qui se mettent là avec l'atome au bout, sur les 4 sommets de votre pyramide. D'accord, les 3 à la base, et puis celle au-dessus. Lorsque vous avez des doublés non liants 1 ou 2 possibles, ça va être toujours la même forme, sauf que les angles vont diminuer. Ici, vous aviez 109 degrés à chaque fois. Ici, vous allez avoir plus que 109 degrés. Parce que c'est pareil, ils préféreront s'éloigner un petit peu plus parce que ça leur coûtera moins cher en énergie d'être proche de celui-là qu'entre eux. De la même manière, lorsque vous avez 2 doublés non liants, vous allez avoir un angle qui sera encore plus petit. Ok. Pardon, dans le cas du doublé non liant, ils préfèrent se rapprocher parce que les répulsions électrostatiques engendrées par ces deux-là sont trop importantes. Voilà. Donc ça, finalement, c'est un petit peu à connaître. En gros, ça s'apprend par cœur. Il va falloir les retenir pour l'année prochaine, vous en aurez besoin. Donc là, dernier diapo, c'est juste représenter ces trucs-là de la bonne manière lorsque je la fais en représentation de crâne. Donc ici, on a des exemples à chaque fois. Vous voyez que maintenant, je n'indique plus les doublés non liants. D'accord? On ne les représente plus cette fois-ci. Ici, on les mettait simplement pour vous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui expliquait que ça ne se mettait pas en linéaire. Mais on ne les représente pas en crâne. Donc là, vous avez les différents cas. Je vous laisserai regarder plus en détail, etc., etc. Donc pour la prochaine fois, je vous laisse faire la fiche synthèse de ce chapitre, et puis vous me ferez la représentation de Lewis puis de Cram en précisant les angles des molécules suivantes. Donc là, vous avez 4 molécules à faire différentes. Donc vous précisez les angles, et puis pour les cas un petit peu comme on a eu ici, vous précisez juste si c'est inférieur ou supérieur au cas où il n'y avait pas de doublé non liant. D'accord, en vous servant de ce tableau-là. Il faut juste appliquer, apprendre par cœur. Alors c'est un peu, je concède que c'est pas forcément le truc le plus passionnant, le plus intéressant à prendre par cœur. Malheureusement, il faut savoir que ce genre de choses vous seront redemandées en terminale, et c'est des questions qui peuvent régulièrement tomber au bac. Donc il va falloir le bosser. De la même manière, là on aura refait une évaluation sur le tableau d'avancement. Les tableaux d'avancement, j'en refais encore une évaluation pour la simple bonne raison que c'est un chapitre ultra important qui retombe très très régulièrement au bac. Et l'année prochaine, vous allez en avoir absolument besoin. Donc il faut vraiment que vous maîtrisez ça. Voilà, je crois que j'ai explosé le record de la vidéo, donc je sens déjà que c'est en train de pleurnicher. Je vous souhaite, normalement, que vous allez regarder ça pendant les vacances, pour la plupart, je présume. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël, une bonne année, et puis à l'année prochaine, mes petits.